En effet, on se retrouve pour notre première table ronde. Je suis très heureuse d'accueillir, alors dans l'ordre de monter sur scène, Louis Marguerite. Bonjour. Asseyez-vous, il n'y a pas vraiment de plan de table. Louis Marguerite, vous êtes député Renaissance, membre de la Commission des Finances. Vous avez aussi été rapporteur de la mission d'information sur le partage de la valeur. À vos côtés, Marie-Lise Léon, bonjour. Vous êtes secrétaire générale de la CFDT. Et à vos côtés, Isabelle Cochère de Léride, bonjour. Vous êtes ancienne directrice générale du groupe Engie. Vous avez cofondé Bluenomi, qui travaille sur les transformations de modèles d'entreprise. Et alors, à nos côtés, sans être à nos côtés, mais j'espère que ça marche, vous devez pouvoir voir Loïc Soubéran. Est-ce qu'il est là? Bonjour Loïc. Loïc, vous êtes fondateur et directeur général de Swile, un spécialiste des avantages salariés que vous avez créé donc en 2018 et qui compte aujourd'hui 1000 collaborateurs pour environ 200 millions de chiffre d'affaires. Et on vous voit en tout cas, j'espère qu'on vous entend. Bonjour Loïc. On ne vous entend pas, mais peut-être que ça va s'arranger très vite. C'est pas encore très flagrant qu'on va commencer notre... on va commencer, j'espère que très rapidement vous serez avec nous aussi par le son. Alors avant de rentrer dans le cœur de notre débat sur la gouvernance, je pense qu'il est important peut-être de poser le cadre conceptuel de vos réflexions les uns et les autres, parce qu'en effet ça va expliquer par définition ce que vous attendez, la façon que vous avez de voir la gouvernance. Marie-Lise Léon, peut-être, pour commencer. Je crois qu'on a 2 micros pour 3, je suis désolée. Alors on va passer, il va falloir collaborer. Voilà, dans quel cadre est-ce que vous vous situez quand on pense gouvernance? Comment est-ce que vous voyez l'entreprise, quelque part? C'est un peu ça que ça veut dire. Bonjour et merci de cette invitation à la discussion et au débat. Je commence à parler, tout le monde s'éloigne. C'est pour mieux vous voir. Alors, moi, je parle du point de vue d'une syndicaliste. Qu'est-ce qu'un syndicaliste? C'est un représentant d'intérêts de l'entreprise qui sont les travailleurs, travailleuses. Alors, on est dans un cadre privé, donc on va parler de salariés. Si je parle de travailleurs et de travailleuses, c'est qu'on organise également les agents des fonctions publiques et une partie des indépendants. Et en tant que syndicaliste, on a eu une réflexion sur qu'est-ce que c'était que l'entreprise, la définition de l'entreprise, il y a quelques années déjà, et je ferai pas mal référence d'ailleurs à ces travaux et à ce qui a pu être travaillé également dans un rapport conjoint Nicole Notat et Jean-Dominique Sénard, 2 illustres syndicalistes, l'un côté salarié, l'autre côté employeur, et qui ont vraiment, je trouve, éclairé très utilement ce qu'est l'entreprise et qui rejoignaient pas mal de nos préconisations, en tout cas de notre vision de dire l'entreprise, c'est d'abord un projet collectif qui n'est pas forcément au service de l'intérêt général, mais qui peut y contribuer et je pense que c'est une vision assez moderne et qu'il faut pousser au maximum. Et c'est d'autant plus vrai en 2024 que ça pouvait l'être en 2018 ou en 2010. C'est que les entreprises ne peuvent plus, je ne dis pas qu'elles l'ont été, mais ça a pu être parfois une façon de considérer l'entreprise qu'elle était un peu à côté de la société ou un peu hors sol, ce qui est, de notre point de vue, impossible à considérer encore aujourd'hui. Et quand je dis qu'elle doit être intégrée et complètement liée à la société, c'est qu'elle a un ensemble de parties prenantes, ça a été aussi évoqué à l'instant, des parties prenantes qui peuvent être de nature très différente, des acteurs publics, un tissu associatif externe à l'entreprise, des consommateurs qui peuvent avoir aussi des attentes vis-à-vis de l'entreprise. Et puis, dans cette réflexion sur l'entreprise, nous, on a aussi identifié les salariés et les actionnaires
comme des parties prenantes un peu particulières qu'on a appelées des parties constituantes. Et je pense que c'est autour de ces parties constituantes que l'on peut utilement discuter de ce qu'est une bonne gouvernance d'entreprise. Voilà. Merci beaucoup. Alors, on me dit que le son marche en plus, donc je vais me tourner vers Loïc. Loïc, quelle est votre définition alors pas forcément de l'entreprise. Dans quel cadre est-ce que vous envisagez la gouvernance et en effet, peut-être que s'il y avait un parallèle à faire entre ce monde de l'entreprise et un autre monde, qu'est-ce que vous nous diriez? Oui, donc le son marche bien, c'est bon? On est OK? Ça marche très bien, on vous entend. Super, merci. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Oui, vous l'avez... on l'a évoqué, hein, il y a une notion tout le temps de profit qui remonte depuis des décennies à travers les théories de Milton Friedman qui ont été largement déployées au niveau mondial. On est quand même, je pense, à l'aube d'un changement de paradigme que, en tout cas, je souhaite. Les profits, c'est une évidence, c'est absolument nécessaire, c'est vital. Si on doit faire un parallèle, peut-être qu'on peut prendre l'exemple de la voiture avec le carburant ou l'électricité. Maintenant, c'est un peu plus d'actualité. Il faut évidemment avoir le plein. Il faut que la voiture puisse avancer, mais avancer vers où? C'est ça la grande question. Et je pense qu'il y a la notion de sens prend toute son importance. J'ai entendu tout à l'heure la notion de collectif. Je suis le premier supporter de ce sujet-là. Quand on décide d'intégrer une entreprise, on intègre un collectif. Il ne faut pas l'oublier. On est plusieurs dans cette voiture. Il faut qu'on soit clair sur où on veut aller. Sinon, on va nulle part et surtout, on n'est pas prêt de générer des profits. Donc, la notion de collectif prend largement le pas, à mon avis, sur le reste. Merci beaucoup, Loïc. Isabelle Kocher de l'ERIS, peut-être aussi quand je disais tout à l'heure que la gouvernance était importante, particulièrement en ce moment, peut-être si vous nous placez dans une échelle de la vie des entreprises ces dernières années. Bonjour à tous, ravi d'être ici. C'est un beau sujet, le sujet de la gouvernance. Je crois que déjà, il y a un point qui est important, c'est qu'il y a les moyens et il y a la fin ou la finalité ou l'objectif. Et on a tendance un peu à confondre les deux. Je pense qu'il faut revenir à cette distinction. Les moyens, c'est le capital. C'est le capital qui est mis à disposition. Il est indispensable. Il faut qu'il soit rémunéré. C'est indispensable. Il est au service de quelque chose. Et je crois qu'on se rejoint un peu sur ce qui vient d'être dit. J'aime beaucoup la métaphore de la voiture et merci. Cette notion de finalité, de à quoi ça sert, le pourquoi en fait. J'ai l'impression qu'elle prend une dimension particulière en ce moment. En ce moment parce qu'on est dans une espèce de réinvention, on découvre des limites planétaires, on découvre que oui, il y a un certain nombre de contraintes qui sont déjà en train d'apparaître sur la ressource, sur l'eau, sur plein de choses. Et donc, se réinterroger sur à quel point l'entreprise dans laquelle je travaille rend vraiment un service, est-ce que sa finalité rejoint finalement une notion de service pour la société, ça devient vital. Et alors, c'est la raison d'être de Bluenomie, donc forcément vous me sentez un peu passionné par le sujet, mais vous savez, moi j'ai vu ça dans l'énergie. Le monde de l'énergie, il y a vraiment deux catégories d'acteurs. Il y a ceux qui se sont posés la question de savoir, mais est-ce que les métiers que j'opère sont des métiers qui sont future-proof, on peut aussi dire ça comme ça, parce qu'ils rendent un service fondamental et que, ce faisant, ils ont un vase d'expansion, de développement important, ou bien, en fait, est-ce que finalement c'est plus ou moins une rente et si on mettait l'activité que j'opère en tant qu'entreprise sur un merit order, je serais plutôt dernière partie du cadran et par conséquent, même la pérennité de l'entreprise est en cause. Donc, j'ai l'impression qu'on vit un moment particulier. Rappelez-vous le Covid. C'est quand même intéressant ce qui s'est passé à ce moment-là. Rappelez-vous que finalement, les activités ont été un peu triées. Il y avait les activités dites essentielles, puis des activités qui ne l'étaient pas. Alors, elles étaient essentielles sous un certain regard, dans un certain contexte. Le parallèle s'arrête là. Mais quand même, ça veut bien dire qu'à un moment donné, des arbitrages vont être faits.
Et et nous, c'est ce qu'on fait toute la journée, c'est aider des entreprises à écheniller leur portefeuille d'activité et essayer de deviner là-dedans. Alors, il y a toute une gradation, hein, c'est pas blanc-noir, mais qu'est-ce qui va devoir s'arrêter? Parce qu'en fait, c'est plus vraiment raccord avec ce dont la société a besoin. À l'inverse, qu'est-ce qui, à l'évidence, est peut-être encore tout petit, mais un très gros potentiel d'expansion? Et puis, qu'est-ce qui est au milieu? Bon, pas très clair, mais avec un vrai devoir pour la gouvernance, justement, de se poser la question de qu'est-ce qui, dans mon portefeuille d'activité, est essentiel au monde de demain, qu'est-ce qui ne l'est pas. Pour moi, finalement, c'est la vocation première de la gouvernance, c'est de faire en sorte que ces questions soient soulevées, qu'elles soient ouvertement soulevées, de créer les conditions pour ça. C'est pas facile, hein. C'est une partie du pouvoir. Le pouvoir, ça n'est pas que la décision. Le pouvoir, c'est créer l'espace pour le questionnement. Il y a des entreprises où il n'y a pas l'espace pour le questionnement. J'ai bien aimé tout à l'heure ce que vous avez dit. Mais au fond, briser la solitude du dirigeant, faire en sorte qu'il puisse être contredit. Bon, je pense que le dirigeant de demain, voilà, il est vraiment... et la gouvernance, plus généralement, son boulot, c'est de créer cet espace de réflexion sur mais à quoi est-ce que l'entreprise dans laquelle je sers est vraiment au service de la société ou pas. Oui, Marguerite, en tant que législateur et peut-être observateur, comment vous réagissez à ces... Bonjour à toutes et à tous. Merci de m'avoir invité. Ravi d'être là. D'autant que moi, je travaille sur le partage de la valeur, peut-être un peu moins sur les valeurs, mais c'est l'occasion de se poser la question. Surtout que la valeur est souvent prise comme un bénéfice. En fait, on voit que c'est pas que ça, puisque quand on voit les accords d'intéressement, déjà on est un peu au-delà du résultat fiscal, etc. qu'on redistribue, que demain dès aujourd'hui, on redistribue un peu plus. Je comprends qu'on y reviendra. On y reviendra, tout à fait. Je voulais juste, avant de répondre à votre question, réagir sur entreprise nécessaire ou en tout cas et non nécessaire. Objectivement, c'est pas le meilleur truc qu'on ait fait à l'époque. Hein. Je précise tout de suite que c'était pas forcément le bon vocabulaire. On l'a un peu reconnu. Et d'ailleurs, je me souviens qu'on avait après on avait pris le terme première nécessité justement pour peut-être un peu moins stigmatisant, parce qu'effectivement, ça a été un vrai débat. Vous avez raison de le souligner. Je crois que c'est un débat qui est à la fois compliqué mais passionnant, parce qu'il pose la question de la légitimité pour le décideur public, qu'il soit dans l'exécutif comme pour le législateur, de prendre des mesures sur ce sujet-là, et alors même que la société le demande parfois, ou le demande souvent. Et c'est compliqué. Moi, j'ai juste une anecdote quand on avait préparé, on l'évoquait. Quand j'ai fait ma campagne, donc j'ai quitté les habits de technocrate pour celui de candidat politique. Je ne sais pas ce qui est le mieux d'ailleurs. Vous me direz. Et je vais voir des chefs d'entreprise. Et il y en a un que j'ai revu d'ailleurs avec sourire. Donc je me présente, etc. Et puis il me dit bon, très bien, mais alors c'est très simple. Nous on vous demande deux trucs. Hein. Vous, législateurs, peut-être élus demain. D'une part, on vous demande de baisser les charges. Bon, très bien. Je n'avais pas besoin d'entretien pour savoir, mais j'ai bien pris, on s'en doutait. Donc je réponds quelques éléments. On a déjà fait un peu du chemin, on peut pas tout faire. Voilà, il y a des équilibres à trouver, etc. Et puis le deuxième point, c'est surtout, alors vraiment surtout, vous demande, c'est peut-être même plus important que la baisse de charge. On vous demande surtout de ne pas s'occuper de nous. Enfin, d'ailleurs, on ne veut pas vous voir. Enfin, d'ailleurs, vraiment D'ailleurs, c'est terminé l'entretien. D'ailleurs, c'est vraiment comme ça que c'est passé. Alors, j'essaie un peu d'insister quand même, parce que c'était quand même, j'essaie d'apprendre, de comprendre. Mais vraiment, il était assez fermé, quoi. Il a même oublié mon nom, bref, peu importe. Bon, on s'est revus et tout va bien. On a vu qu'on parlait quand même un peu le même langage, pas totalement, mais en tout cas qu'on est arrivé quand même à se parler. Mais tout ça pour dire, c'est au-delà de la boutade et de la singularité de la rencontre. On voit que c'est un sujet qui est difficile. Le deuxième élément, plus récent, avant même qu'il y ait eu l'accord national interprofessionnel, qui est un vrai élément du dialogue social. Hein. Vous avez été au moins 2 signataires dans cette salle et 7 au total sur 8. Au début, on a évoqué le terme qui a été très vite banni du dividende salarié. Je sais que ça fait beaucoup parler c'est un élément de réponse et c'est un des rares éléments qu'on avait avancé dans la campagne présidentielle et législative. D'ailleurs, dans le Code du travail, il y a le dividende du travail qui existe, hein, qui est une notion de dividende du travail qui est peu employée au sens, j'allais dire, littéral du terme. Et je me souviens, un peu naïvement, sans doute trop naïvement, j'avais été dans un colloque sur l'actionnariat salarié, j'avais sorti ce terme, je m'étais assez fait fraîchement accueillir, donc j'ai un peu reculé sur cette question. Et on a vu qu'autour de cette notion de dividende salarié, il y avait un vrai débat un peu cristallisant sur qui prend du risque et qui prend pas du risque. Et si je prends du risque, alors je suis légitime à pouvoir participer de près ou de loin à la gouvernance.
Voilà. Et pourtant, ce débat ne suffit pas. Enfin, pourtant, répondre à ça, ça ne suffit pas. Parce que, comme ça a été dit d'ailleurs très justement par mesdames Cocher et Léon, il y a aussi effectivement le consommateur qui attend, il y a aussi effectivement toutes les parties prenantes, et ce n'est pas que l'actionnaire, il y a l'environnement, etc. Et donc, voilà, c'est un sujet qui est difficile. D'ailleurs, on l'a traité déjà dans Pacte 1, avec une question de l'objet social, sur lequel on a déjà fait un pas. Mais c'est dur à chiffrer, c'est dur à calibrer, c'est dur à quantifier. Et donc, voilà. Donc, il y a une attente forte, et il y a comment on arrive à le prendre, et c'est pas simple. Donc voilà, c'est quelques éléments d'expérience partagés. Loïc, je me retourne vers vous en rebond de ce que dit Louis-Marguerite. En fait, qui finalement prend les décisions dans l'entreprise? Est-ce que c'est seulement celui qui prend du risque, comme le disait Louis-Marguerite? Alors, du risque, peut-être pas. En tout cas, j'ai fait une première analogie sur la voiture. Je vais me permettre de faire une deuxième analogie plus sur le monde sportif. Si on regarde une équipe de sport, vous pouvez prendre n'importe quel sport, peu importe. On intègre en tant que joueur un collectif. On a un projet commun. Mais évidemment, pour aller chercher ce projet, peu importe lequel, être champion du monde ou être champion de deuxième division pour monter en première division, peu importe, on est animé par ce projet commun. Mais pour aller vers ce projet, on a un plan de jeu. Il y a un plan de jeu très spécifique. Et finalement, ce plan de jeu-là, évidemment, il doit être défini par le coach, voilà, qu'on pourrait définir comme étant le patron de l'entreprise. J'ai une équipe en place. Mes collaborateurs, c'est mon équipe. Je connais leurs forces et leurs faiblesses. Je sais comment les faire jouer ensemble. On a un plan de jeu, on va les gagner. Et évidemment, si certains joueurs ne sont pas en phase avec ce plan de jeu, ça crée un vrai problème, un vrai déséquilibre dans le collectif. Et donc, évidemment il faut que tout le monde soit en phase avec ce plan de jeu. Ça ne veut pas dire que le coach décide seul dans sa tour d'ivoire, sans être au contact très net des joueurs. Pour le patron, c'est exactement pareil. Évidemment qu'on doit comprendre vraiment ce qui se passe sur le terrain. On doit vraiment comprendre dans quelle dynamique et quels problèmes on affronte au quotidien. Mais une fois qu'on a tout bien rassemblé, qu'on a toutes les données, on établit un plan de jeu et on s'y tient. Et ça, je peux vous garantir que les collaborateurs demandent à ce qu'il y ait un capitaine à bord, sont rassurés de sentir qu'il y a un cap, une direction qui les amèneront à la victoire. Si j'essaie de filer la métaphore, le plan de jeu, il est écrit par le coach tout seul, ou il y a une partie des attaquants à qui on va quand même demander leur avis? Non, justement, le coach n'est surtout pas dans sa tour d'ivoire. Le coach est au contact de tous les joueurs sur le terrain. Évidemment, il s'alimente de toutes les remontées. Les joueurs participent à l'établissement de ce plan de jeu. Mais on sait comment c'est. On peut demander à tout un tas de personnes différentes. Évidemment, il y aura des avis divergents. À un moment donné, il faut trancher et c'est évidemment le rôle du patron de trancher. Marie-Lise Léon, je me tourne vers vous. Je ne vais pas continuer à filer le foot, mais globalement, comment est-ce qu'on doit prendre les décisions? C'est une question redoutable. Je pense qu'il faut peut-être clarifier tout de suite un certain nombre d'éléments sur ce qu'est la gouvernance, ce qu'est un employeur, ce qu'est un salarié. Je pense que ce qui peut peut-être être un peu confus, c'est qui participe aux décisions et qui prend la décision. Et moi, je n'ai aucun problème avec le fait que la décision, elle soit bien assumée par l'employeur, parce qu'il a cette casquette, cette autorité, le pouvoir disciplinaire. Enfin, il y a un ensemble de définitions qui rentrent dans ses prérogatives. Je suis moins à l'aise sur la question du risque, parce qu'on parle de risque financier, le risque lorsqu'il était question du partage de la valeur. Les salariés aussi prennent des risques, y compris physiques, de santé, d'intégrité. Donc cette définition-là me convient moins. Et je pense que ce qui est important alors si on file la métaphore du sport, c'est
de faire une feuille de jeu, mais c'est surtout d'avoir des règles communes et de savoir qu'au final, qui décide, ça c'est extrêmement important. Et quand nous, on a travaillé sur cette question de qu'est-ce que l'entreprise et comment est-ce qu'elle pourrait mieux fonctionner, la question de... On n'est pas demandeur de la cogestion. On a testé l'autogestion, on en est revenu. On n'est pas non plus sur le modèle allemand de la cogestion parce qu'en fait, les modèles ne sont pas transposables. Par contre, on est, nous, très demandeurs de ce qu'on a appelé la codétermination, c'est-à-dire comment on permet justement d'avoir des espaces de construction de la décision et de possibilités d'expression de points de vue différents, pas forcément divergents, mais différents. Et donc nous, alors quand on parle de gouvernance d'entreprise, on parle beaucoup des instances de gouvernance, les conseils d'administration, où on a souhaité que les représentants du travail puissent pouvoir avoir une place justement pour faire en sorte que le travail ne soit ni invisible ni muet, c'est-à-dire comment la parole des travailleurs peut être portée et éclairer des décisions stratégiques au regard de ce qui se passe concrètement sur les lieux de travail. Et cette gouvernance, elle ne peut pas être déconnectée de ce qui peut se passer dans les instances représentatives du personnel, par exemple, du dialogue social, ni de ce qui se passe dans les espaces les lieux de travail, où là aussi les salariés parlent de leur travail, parlent de leur satisfaction, de leurs difficultés. Ça peut être sous différentes formes, mais c'est ce que nous on appelle le dialogue professionnel. C'est comment on fait en sorte qu'on puisse justement avoir un maximum d'espace de discussion sur le travail pour pouvoir en faire un lieu à la fois où chacun y trouve des éléments facilitants pour faire son travail et puis partager aussi le plaisir d'être au travail, puisque nous, ça fait partie de la vision que l'on a du travail qui doit être émancipateur, formateur, choisi. Et on a fait une enquête au mois de septembre. On avait besoin de se mettre du baume au cœur. On l'a appelé « Qu'est-ce que serait la société idéale ?» On a fait une enquête avec la Fondation Jean Jaurès. Il y a à peu près 8000 répondants. Et deux éléments importants qui sont ressortis, c'est je veux pouvoir... la question n'est pas tellement de travailler plus ou de travailler moins, mais de travailler mieux. C'est-à-dire comment je suis... Je trouve des soutiens et des supports dans mon travail pour pouvoir bien faire mon travail. Ça, c'est un enjeu majeur. Et pour bien faire mon travail, je veux pouvoir avoir une prise sur les décisions. C'est-à-dire que je ne veux pas décider à la place d'eux, mais je veux que mon avis puisse s'exprimer et trouver un espace pour être entendu. Là où il faut être très clair sur les règles du jeu, c'est que lorsque quelqu'un s'exprime au travail, il faut lui dire en quoi il est écouté et comment la décision est prise, y compris si elle va à l'inverse de ce que la personne souhaite. Je reviens juste un cran en arrière. Vous avez balayé la cogestion. Pourquoi, en fait ? Alors, pour 1000 raisons. Non, mais on peut tenter. Hein. Moi, je m'adresse à Patrick Martin directement. C'est culturel. Vous avez l'air de dire c'est culturel avant tout. C'est culturel parce qu'en fait, le modèle de cogestion à l'allemande, né après la guerre, il y a et les voies qui sont empruntées en 1947 au moment de construire des nouvelles relations sociales en France et en Allemagne sont très différentes. Les modèles sont très difficilement comparables. Donc je pense que plutôt que d'essayer de se rapprocher de quelque chose qui fonctionne en Allemagne pour une partie des salariés, puisque le dialogue social existe dans beaucoup d'entreprises allemandes, mais la construction du droit, et notamment des conventions collectives, ne couvre pas tous les salariés d'Allemagne. Il y a eu un choix qui a été fait de représentation collective et de négociation collective selon deux canaux qui a été porté en 1947 en France et qui n'a pas forcément été pensé non plus avec l'articulation avec les lieux stratégiques. Donc on a fait des évolutions qui sont, de mon point de vue, intéressantes. Nous avons, défendu la primauté de l'accord d'entreprise, c'est-à-dire que les accords et les compromis construits par négociation
devant s'appliquer au plus près de là où ils sont négociés, ça nous a été... nous, c'est toujours quelque chose qu'on a défendu. Plutôt que d'essayer de copier de la cogestion, je pense que penser un peu différemment ce qu'on fait aujourd'hui en inventant notre propre système, ça me semble plus atteignable. Isabelle Cochard de Léris, peut-être une réaction, je vous voyais scrupuleusement notée. Vous avez l'air de tiquer un peu à un moment, alors expliquez-moi. Non, je suis intéressée par la distinction cogestion, codétermination là, qui vient d'être livrée. Mais sur le sujet de l'autorité, en fait, je pense que c'est un bon fil à tirer. Je pense qu'il faut une autorité, et il en a toujours fallu. Quelqu'un qui, à la fin, prend une décision. En fait, c'est un service, à mon avis. Et plus on est face à un monde flou, et plus c'est un service. En fait, quand les choses sont évidentes, je dirais, il y a peut-être des décisions formelles à prendre, mais ça n'est pas compliqué. Le vrai rôle de celui qui décide, c'est de trancher quand c'est flou. Alors, selon les cas, c'est le dirigeant, ou c'est la gouvernance et le conseil d'administration. C'est un organe qui est plus collectif, mais voilà, ça c'était vrai, ça l'est encore. De mon point de vue, ça n'a pas changé. Ce qui a changé, je trouve, c'est que le contexte dans lequel ceci s'opère est beaucoup plus incertain. Beaucoup plus incertain. Pour moi, il est un peu inédit. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de contraste entre le fait qu'il est assez clair qu'il faut changer les modèles énergétiques, etc., mais la façon de le faire est très peu claire. Une espèce de contraste très clair qu'il faut bouger, et une grande certitude là-dessus et grande incertitude sur comment. Et pour moi, on n'est plus du tout dans la description que Schumpeter a décrite et qui a été vraie longtemps. C'est ce mythe, enfin qui est devenu un mythe, je pense que ça a été vrai longtemps. Vous avez une industrie, c'est vrai pour n'importe quel secteur, puis tout d'un coup une innovation arrive, et elle est plus efficace que ce qui se faisait jusque-là, et du coup elle déclasse ce qui se faisait jusque-là, et puis il y a des entreprises qui ont su voir arriver l'innovation, qui l'ont apprivoisée et qui s'en sortent, et qui, voire d'ailleurs, en sortent grandis, puis il y a ceux qui ne l'ont pas vu arriver. Mais c'est plus ça du tout, c'est-à-dire que il y a besoin de bouger. Moi, dans l'énergie, on l'a vécu très très directement. Et il est très clair qu'il faut bouger, mais le comment, vous êtes obligé de prendre une décision. Moi, j'ai travaillé pendant 20 ans dans un groupe qui s'appelle Engie et qui était très très exposé au charbon. Un groupe très engagé. Vous voyez, on parlait de raison d'être et de finalité. Vraie belle finalité chez Engie, historiquement. Amener l'énergie partout où il n'y en avait pas. C'est un groupe qui s'est exporté dans 60 pays, ce qui est absolument atypique pour le monde énergétique. En général, les joueurs ont 4-5 positions et c'est tout. Et voilà, beaucoup de risques pris dans des pays encore compliqués, avec les technologies de l'époque. Égal, charbon et gaz. Et résultat des courses, quand a émergé de manière de plus en plus nette le fait qu'il y a un vrai sujet carbone, cette entreprise, elle a été, au fond, face à la nécessité de voir ça, de commencer à acter que, oui, elle allait s'arrêter, puis qu'elle allait arrêter ses centrales. Mais je veux dire, la clarté de ce qui allait être possible en relais de ces activités n'était pas là du tout. Il y avait une intuition que oui, il y avait sûrement des énergies renouvelables qui allaient être efficaces, mais elles ne l'étaient pas encore. Je me souviens qu'à l'époque, les rendements du solaire et de l'éolien étaient très faibles, les capex étaient très élevés. Bon. Et pour autant, les entreprises qui s'en sont sorties ont celles qui ont su décider qu'il fallait quitter, on commençait vraiment à mettre la barre ailleurs, alors que la clarté n'était pas là sur exactement le comment du pourquoi. Et j'insiste un peu là-dessus, parce que ça, c'est nouveau. Et la gouvernance, ça vous a aidé à prendre les décisions à l'époque ? Le point, c'était plutôt de remonter avant la décision. Avant la décision, il y a une phase essentielle qui est de faire en sorte que le maximum d'infos arrive sur la table de ceux qui vont décider à la fin. Pour moi, il y a je m'écarte un peu de la métaphore de la voiture de tout à l'heure, mais si je devais en prendre une, moi, à mon tour, je dirais que c'est une exploration maintenant. C'est plus des explorations que des voyages. On a été dans une période de voyage pendant longtemps. Il fallait dérouler des plans, passer à l'échelle des technologies, tout ça marchait très bien. Il y avait un côté linéaire, et je ne veux pas rabaisser le travail du tout. Mais j'ai vécu cette phase aussi. Et on est rentré depuis 10 ans dans quelque chose qui est très différent, crescendo, qui est, il faut avoir de l'intuition, plus... parce que les choses basculent et qu'il faut prendre le virage à temps. Et alors que tout n'est pas encore clair, eh bien, pour que, je dirais néanmoins, le maximum de clarté soit là,
tout le processus d'avant la décision, de mon point de vue, change beaucoup. Et si vous dites, bon, ben voilà, c'est une exploration, c'est pas un voyage, bah écoutez, être leader d'explo, c'est pas être leader de voyage. Et en fait, ça se passe pas de la même façon. Il y a une question que je posais toute la journée dans ce secteur-là que j'ai connu de très près, encore une fois, c'est « Et toi, qu'est-ce que tu vois ? Et toi, qu'est-ce que tu vois dans ton pays, vers les clients que tu sers ? Toi, qu'est-ce que tu vois ?» Et ça n'est pas propre à ce secteur. Et ce qui se passe aujourd'hui dans la plupart des secteurs industriels est du même ordre. Et donc le rôle du leader, bien sûr, à la fin, c'est de décider, mais avant ça, c'est de faire émerger quelque chose. Une vision, quelque chose sur ce qui est en train de se passer. À mon avis, pour reprendre pour le coup la métaphore du foot, ce qui se joue là, c'est la capacité à définir où est la cage de but, en fait, avant de me le marquer. C'est-à-dire, mais qu'est-ce qu'on va chercher à faire du coup ? Ok, c'est plus les métiers d'avant, ça ne marchera pas. Engie ne fera pas son avenir dans le charbon, d'accord, mais alors il va le faire dans quoi ? Où est le but ? Bon. Et donc il y a cette phase, pour moi, la meilleure définition du leader que je connaisse. Je vous recommande un excellent bouquin. J'en profite, je me permets placement de produit. Non, c'est un bouquin qui s'appelle « Sans carte ni boussole ». J'ai un lien très fort avec ce livre, vous comprendrez pourquoi. Qui développe ça, à mon avis, très finement. Et qui dit qu'un leader, finalement, la définition du leader, c'est débattable à l'infini, tout ça, mais j'aime bien cette définition. C'est de dire, c'est quelqu'un qui sait faire émerger un cap et des leaders pour le porter. C'est savoir faire émerger une direction, savoir déterminer où est la cage de but, et après, il y a la feuille de jeu et on marque ensemble. Voilà, il y a ça n'enlève rien au besoin de décider. Moi, je comprends je crois qu'on est assez clairs tous. J'ai l'impression qu'il y a une assez grande unanimité pour dire, ouais, mais à la fin, il faut quelqu'un qui décide. Le truc, c'est qu'avant, tout le processus interne aux organisations change. Et moi, je trouve qu'on a beaucoup utilisé le terme décentralisation. Mais en général, on le pense dans l'exécution de quelque chose. Moi, je pense que ce qui se passe aujourd'hui, c'est la décentralisation du processus de réflexion stratégique. Qu'est-ce que tu vois là où tu es ? Et en fait, voilà, le leader de l'explo, il a besoin de gens qui partent dans toutes les directions, qui disent tout ce qu'ils voient, qui reviennent. Et là, le leader peut jouer son rôle en disant, bah, écoutez, bon, à mon âme et conscience, je pense qu'il faut aller là-bas. Voilà. Merci beaucoup. Louis-Marguerite a peut-être une réaction, un complément aussi, alors aussi bien sur le terme décentralisation, qui est, je pense, très, très utilisé dans votre monde aussi. Comment est-ce que vous le voyez ? Est-ce qu'on a décentralisé ? De la même façon, mais... Je vous taquine un peu. Et puis, j'aimerais qu'on revienne aussi sur les travaux qui ont été faits, vous les avez déjà évoqués tout à l'heure, sur le partage de la valeur. Alors, notre table ronde s'appelle partage du pouvoir, partage des valeurs. Alors, si on ne partage pas le pouvoir, est-ce qu'il faut partager la valeur ? Alors la réponse est oui, mais je vais détailler pourquoi. Pourquoi à l'origine de ce débat, qui en fait je pense peut-être l'élément le plus fort de la façon dont les gens, ça veut rien dire parce que c'est tous ceux qu'on rencontre dans nos différentes vies professionnelles et personnelles, attendent de nous. Je me souviens dans le débat de l'année dernière, quand il y a eu la crise énergétique, est apparu. Non, d'ailleurs, il n'est pas apparu parce qu'il a toujours existé. Il y a le débat qu'on n'aura jamais fini de clore, débat sur le pouvoir d'achat. Pourquoi on n'aura jamais fini de clore ? Parce que c'est un débat qui est un peu sans fin. Ça peut dire qu'il ne faut pas le traiter d'ailleurs. Mais c'est un débat parce qu'on veut légitimement toujours un peu plus et on considère, souvent légitimement d'ailleurs, qu'on peut avoir droit à plus. Et moi, je me souviens, plus de gens que je ne pensais m'ont interpellé sur prenez une loi pour que les entreprises augmentent les salaires, quoi. Alors, je ne sais pas s'il y aura une unanimité sur cette idée autour dans la salle, mais néanmoins, vous voyez, on attend des pouvoirs publics de ça, quoi. Donc, qui résolvent tous les problèmes, qui résolvent beaucoup de problèmes, sans toucher à rien. Mais du coup, ça c'est vrai, et que ça coûte pas aussi, et que ce soit pas législatif aussi. Mais au-delà de ça, donc on attendait. Donc il y avait un peu deux grandes voies, et après au milieu une multitude de choses. Il y avait ne rien faire, c'est possible, hein, on peut imaginer. Et j'allais dire, faire n'importe quoi, c'est peut-être un peu dur, mais d'être dans quelque chose de très dur, très dirigé, etc. Il y a des pays qui le font, par exemple des augmentations automatiques de salaire, des choses comme ça. Je dis pas que c'est n'importe quoi, mais en tout cas ça pose débat. Et en tout cas on a eu ce débat dans l'hémicycle. Et au milieu il y a toute une série de nuances. Et je me souviens d'ailleurs quand on a lancé cette idée,
quand on a eu cette mission d'information que j'ai co-dirigée avec Eva Assas, députée écologiste de Paris. Il y a eu la lettre de mission que le ministre Olivier Dussopt à l'époque avait envoyée aux partenaires sociaux. Et je ne veux pas caricaturer le propos, mais globalement, les syndicats patronaux avaient dit c'est pas le sujet, on est déjà très bon en partage de la valeur. Je ne sais pas si on est très bon, mais ce qui est vrai, c'est qu'on est plutôt assez redistributif en termes de valeur redistribuée après le résultat. Alors ça pose la question de avant le résultat, c'est encore notre débat, mais en tout cas après le résultat, on est plutôt bien placé. C'est à peu près 6% de la masse salariale, hein, tous les outils qu'on a. Et de l'autre, les syndicats représentatifs des salariés qui disaient c'est pas le sujet, il faut travailler plutôt sur les salaires. Je caricature un peu à l'extrême parce que c'est pas exactement comme ça, mais on était à peu près dans ces gros endroits. Et de toute façon, vous n'allez pas y arriver, et on va pas y arriver. Et honnêtement, on avait assez peu de chances d'y arriver à l'époque. On se souvient du truc, en plein de réforme des retraites. Il y a effectivement, je veux vraiment saluer d'ailleurs tous ceux qui ont participé à cet accord parce que ça n'était pas du tout trivial. Mais du coup, pourquoi on a répondu par cette question? Parce que c'était le moins mauvais équilibre qu'on intuitait de se dire entre ne rien faire et faire quelque chose de peut-être plus coercitif ou quantifié. Voilà. Encore une fois, c'est pas ça qui va répondre à toutes les difficultés de ceux qui pâtissent du pouvoir d'achat, en tout cas parce que d'abord ça concerne les entreprises du secteur privé à partir d'une certaine taille aussi, on en a parlé, et donc évidemment ça concerne à peu près la moitié des salariés du secteur privé, peut-être un peu plus demain, enfin on l'espère, avec l'application de la transposition de la loi. Mais pour répondre à votre question, donc du coup on est interpellé sur un sujet, on essaie d'y répondre, mais voilà. Mais là c'est vrai que le dialogue social nous a beaucoup aidé. Je voudrais aussi rebondir sur un point, c'était pas votre question, mais c'est à l'écoute de ce qui vient d'être dit. J'ai eu la chance, dans une de mes vies d'avant, d'être secrétaire général du CIRI, donc c'est le comité interministériel de restructuration industrielle. Si on ne s'est pas croisé d'ailleurs à cette époque-là, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et c'est un des rares, je pense peut-être le seul, en tout cas, c'est une des rares fonctions dans le monde public où on est presque, enfin, on est en tout cas au contact et dans une certaine mesure, peut-être pas en codétermination, en codirection, mais en tout cas, on est très impliqué, en tout cas pour quelques jours, quelques semaines, quelques mois parfois, dans la direction de l'entreprise. Et ce qui est sûr, c'est que sur la centaine de dossiers que j'ai eu l'honneur de servir, que j'ai eu l'honneur de participer, encore une fois, je dis corrélation, ça ne veut rien dire sur un échantillon de 100, mais quand même, c'est une petite indication. Moi, j'ai quand même vu que, dans une période où les dirigeants, tous les acteurs, en fait, sont évidemment très chahutés, pour pas dire autre chose. Les salariés risquent de perdre leur emploi et c'est difficile. Les dirigeants aussi, d'ailleurs. Enfin bref, il y a des enjeux sociaux qui sont massifs, souvent sur des secteurs industriels difficiles et des bassins d'emploi difficiles. En général, on a tous les problèmes en même temps. Et pour autant, moi, j'ai quand même vu que la qualité, c'est même plus que le dialogue social, mais en tout cas de la façon dont les choses se passaient au sein d'entreprises au cours des années où ça allait mieux en général, était vraiment primordial. Enfin, il y avait une corrélation entre le taux de réussite, les taux de réussite de sortie des dossiers et la façon. Moi, j'ai vu des salariés qui étaient capables d'endosser des décisions, y compris difficiles, y compris pour une partie de leur pairs, et à l'inverse des situations en fait où il y avait même plus de dialogue. Enfin, les gens se parlaient plus, quoi. Enfin, le dirigeant parlait plus à son DAF, qui parle plus à son RRH, qui parle plus à son directeur opérationnel, à son responsable de ligne, à son ouvrier qualifié, etc. Et toute la chaîne comme ça. Et ça rendait l'exercice encore plus difficile. Donc là encore une fois, ça se décrète pas. C'est de la relation humaine qui est finalement au cœur de tout ça. Mais c'était intéressant de voir que si les relations humaines à tous les niveaux d'entreprise que ce soit avaient été bonnes dans le passé, elles aidaient quand même beaucoup à la façon dont on pouvait résoudre la crise. Je pense que ce que vous dites fait tout à fait écho à ce que Loïc, j'allais me tourner vers Loïc, je vous vois opiner. Vous parlez d'alchimie, vous, dans l'entreprise. Alors, comment est-ce que vous expliquez et vous analysez cette alchimie ? Oui, je suis complètement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Et je voulais aussi commencer peut-être par faire écho à ce que dit Madame Cochet tout à l'heure. Que le rôle d'un leader, c'était de faire émerger d'autres leaders, finalement, de les responsabiliser et que ça passait par énormément de décentralisation dans le quotidien. Je me permets peut-être de rajouter une notion qui serait de dire que le rôle aussi du leader, du patron, c'est de créer cette alchimie. Parce que si on crée que des leaders, mais que ces leaders ne sont pas joués ensemble, ou ne veulent pas jouer ensemble, on va droit dans le mur. Voilà. Et donc, évidemment, c'est un art extrêmement subtil, puisque évidemment, nous parlons à
individus qui ont leur propre ego, leur propre caractère, eux-mêmes qui sont dans une position de leadership, ont envie de dérouler leur feuille de route parce qu'ils ont envie d'être le meilleur dans leur rôle et les responsabilités qui leur ont été confiées. Mais là aussi, je reviens sur le collectif. Tout leader que nous sommes, on rejoint un collectif. Je ne peux pas jouer ma feuille de route tout seul de leader sans prendre en considération les impacts que ça peut avoir sur les autres leaders. Donc il y a vraiment cette alchimie qui est au centre du jeu et qui est au centre finalement du succès collectif. Et évidemment, le rôle du leader, du coach, du patron, on l'appelle comme on veut, c'est de s'assurer que les top talents leaders arrivent à jouer ensemble, sinon pas nulle part. Alors, sans vouloir casser l'ambiance, en fait, il y a quand même encore en France un certain nombre d'entreprises où il y a un patron qui est à la fois la dirigeance et la gouvernance, qui sait où il veut aller et va y aller tout droit. J'ai presque envie de dire sans se prendre la tête. Alors est-ce que c'est grave? Est-ce que voilà, on doit la question sous-jacente, c'est aussi est-ce qu'il y a une gouvernance des grandes entreprises et puis il y a une gouvernance ou une non-gouvernance dans des structures plus petites parce que voilà, c'est comme ça. Marie-Lise Léon, vous avez l'air prête à prendre la parole Oui, je partage le fait qu'il y a des gouvernances, bien entendu, et il y a plein d'entreprises. Quand on parle des conseils d'administration, on parle d'un petit nombre d'entreprises, en fait. Quand on regarde le tissu de l'entrepreneuriat en France, c'est pas du tout... ça ne concerne pas la majorité des entreprises en nombre. Après, c'est souvent des entreprises qui ont beaucoup de salariés. Donc oui, il y a des gouvernances. Il y a une très grande hétérogénéité, effectivement, de la vision que peuvent avoir les dirigeants de l'exercice de leur responsabilité. Ça, c'est certain. Je rebondirai juste sur ce qui a été dit. Alors, je ne sais pas si on peut parler d'alchimie ou d'intelligence sociale, plutôt de se dire, quand on est à la gouvernance d'une entreprise, il y a un enjeu effectivement de jouer collectif, mais de savoir faire jouer collectif. Et je pense que ce qui peut-être est valable encore plus aujourd'hui qu'il y a quelques années, au regard des transformations auxquelles on est confronté, on parle de l'intelligence artificielle, du numérique, la transformation écologique, mais aussi au regard de ce qu'on a collectivement traversé avec le Covid et les transformations du rapport au travail. Je pense qu'il y a un sujet que les gouvernances doivent avoir en tête, c'est l'enjeu de la ligne managériale et la façon dont aujourd'hui, plus qu'il y a quelques années, me semble-t-il, la ligne managériale, l'ensemble des responsables intermédiaires sont encore plus cruciaux, je pense, aujourd'hui qu'il y a quelques années. Et on le voit avec notamment la transformation de l'exercice même du travail pour une partie des salariés. Je pense par exemple au télétravail. Aujourd'hui, c'est quoi? Comment on fait collectif dans un monde où le numérique est omniprésent, une bonne partie où une bonne partie des salariés ne sont plus dans une même unité de lieu. Je pense que c'est un vrai défi. Et pour l'avoir vu en direct, notamment au moment du Covid et du confinement, vous allez me dire effectivement c'était quelque chose d'assez exceptionnel et d'assez de totalement inattendu, et on a tous eu une phase de sidération. Je pense que ça a été un révélateur de l'état de notre capacité collective. Je dis nous là pour le coup parce que on a beaucoup d'adhérents cadres et encadrants qui se sont trouvés devant d'énormes difficultés à exercer leurs responsabilités dans un cadre complètement inédit et inattendu et nouveau. Et ça, je pense que pour faire face à toutes ces transformations qu'on a pu évoquer, une entreprise qui ne prend pas soin de l'ensemble des salariés qui ont une fonction d'encadrement,
ça ne peut pas... de mon point de vue, ça peut être un facteur extrêmement déterminant. Voilà. Isabelle Kocher, sur cette évolution alors j'ai envie de dire depuis le Covid peut-être, mais qui n'est pas forcément liée qu'au Covid, du rôle du dirigeant et du manager. Déjà, pour rebondir sur le point précédent, je pense que le rapport au travail change. Ce qui me frappe, c'est la liberté des jeunes. Écoutez, franchement, je pense que nos enfants, par rapport à notre génération, alors pardon, vous n'êtes peut-être pas du tout, vous n'allez pas vous reconnaître dans ce que je vais dire, mais je pense que notre génération était plus sur des routes tracées quand même. Il y avait un certain canon de c'est quoi une belle vie professionnelle. Bon, je trouve que les 20-30 ans aujourd'hui ont une capacité à remettre en cause en fait, ce dans quoi ils s'engagent qui est extraordinaire, avec les difficultés qui vont avec, hein, une revendication très forte de la liberté sur le temps. Et donc, effectivement, il y a une difficulté de piloter les équipes qui est réelle pour toutes les lignes de management, vous en avez parlé. Bon, moi, je trouve qu'il y a aussi là quelque chose qui est assez porteur d'espérance quand même. C'est-à-dire qu'on a une génération qui est très, très attentive à... C'est pas uniforme, hein, mais quand même, qui est attentive au sens, à la finalité. Et donc, je pense que ça donne plus de liberté aussi. Depuis tout à l'heure, on parle de ce virage quand même. De ce besoin de repositionnement des entreprises, leur capacité à prendre du recul sur ce qu'elles font, de la capacité à se mettre à l'abri sur des activités future-proof avec moi aussi mon franglais. Ça, on a, oui c'est vrai, plus de télétravail, peut-être plus de difficultés sur l'animation du travail, mais aussi je dirais un soutien de ce côté-là, au fond. Et franchement, les entreprises qui ne se posent pas la question de savoir si vraiment elles sont en raccord avec ce dont la société a besoin, sont des entreprises qui ont du mal à attirer. Et une partie des entreprises avec lesquelles nous travaillons, nous, chez Blonomy, en fait, rentrent par ce biais-là. Je ne comprends pas, je recrute plus de jeunes. Ah, ça, c'est curieux. Alors, regardons un peu, et hop, on rentre dans le... Et on arrive à la stratégie, finalement, et au but de l'entreprise, et à la finalité, et à la capacité à créer l'alchimie dont vous parliez tout à l'heure, qui est essentielle, mais qui est difficile à provoquer s'il n'y a pas un sens partagé de « mais à quoi on sert ?» Voilà, donc je pense que c'est une dimension qui est très présente et qui je trouve réjouissante aussi. Alors, on arrive presque au terme de nos échanges. Je voudrais vous demander à chacun de vous s'il y a un mot-clé ou un adjectif qui, pour vous, caractérise la gouvernance et plutôt la bonne gouvernance. Louis-Marguerite. Si, allez. Non, c'est sans doute peut-être une tentative de synthèse, c'est donner du sens, enfin en tout cas donner du sens. Là, encore une fois, j'enfonce une porte ouverte parce que sans doute que beaucoup l'ont dit avant moi, mais donner du sens, et donc la question c'est qui donne du sens? Est-ce que les pouvoirs publics, en tout cas pour ce qui me concerne, comment on est-ce que, parce que la réponse c'est est-ce que c'est plutôt oui, mais comment elle doit trouver le bon point d'équilibre pour accompagner, ce qui n'est pas évident parce qu'on attend nous aussi qu'on donne la vision un peu globale et de l'intérêt général, par ailleurs, que je ne dis pas qu'on l'incarne bien, mais en tout cas on est censé tendre vers une incarnation la meilleure, parce qu'on est censé ne pas avoir d'intérêt, voilà, et on essaie de le vivre comme ça, mais donc du coup, voilà, c'est comment on donne ce sens dans un monde par ailleurs qui est très changeant et qui change de plus en plus vite, et donc ça aussi je pense que nos structures décisionnelles, etc., elles sont, je ne vais pas dire qu'elles ne sont pas adaptées, c'est pas vrai, mais elles ont du mal à s'adapter à la rapidité du changement, et qui n'était pas celui des 30 dernières années. Et donc des changements pour tout un tas de raisons, le comportement, le rapport au travail, le rapport à l'autre, tout simplement, voilà, donc tout ce qui a été déjà un peu évoqué ou esquissé. Donc effectivement, c'est donner ce sens, et voilà, et comment on le fait de façon la plus pertinente possible, avec le plus d'ambition possible, tout en entraînant le maximum de gens possible, quoi. Voilà. Marie-Lise Léon. En un mot, ça va être compliqué. Je dirais visionnaire. Je pense que avec tout ce qui a pu être évoqué autour de comment penser, comment réussir à amener l'ensemble de la gouvernance à penser un peu différemment, mais en tout cas de penser un peu plus loin et différemment. Voilà. Isabelle Kocher-Daléris. La gouvernance, elle est garante du fait qu'un projet émerge, en fait. Qu'un projet visionnaire émerge. On pourrait presque dire,
On a souvent caricaturé la gouvernance en disant, au fond, c'est un exercice un peu tick the box, de compliance. Voilà. Il faut être conforme à des tas de normes qui arrivent de l'extérieur. Et le rôle de la gouvernance, ce serait, c'est pas du tout ce que je pense, de garantir que l'entreprise, oui, est conforme à telle réglementation, un peu comme si elle était garante de la conformité à quelque chose qui arrive de l'extérieur. La gouvernance, c'est l'inverse. Elle est garante du fait que quelque chose émerge de l'intérieur, qui est ce fameux sens collectif, qui est ensuite le ciment dont les équipes ont besoin pour réussir. Et c'est une espèce d'inversion, je pense, qui se joue là. Loïc, et ce sera le mot de la fin de cette table ronde. Là, on ne vous entend plus. On va prendre une demi-seconde pour essayer de rétablir le son. Ce serait dommage d'avoir... Ouais, c'est bon. Normalement, c'est bon. Excusez-moi. Je reviens sur un mot-clé qui est le collectif. On a beaucoup évoqué le collectif. On l'a vu ces derniers temps, le sens a largement émergé au sein des entreprises. On a vu que le Covid et la génération Z finalement arrivaient avec des aspirations justement très en phase avec cette question de sens. Mais ça a créé aussi, je crois, dans l'entreprise, une crise d'individualisme qui est complètement antinomique avec la notion même d'entreprise qui est « je rejoins un collectif ». Comment est-ce que j'arrive à la fois à donner du sens dans ce que je fais sans faire du mal à l'équipe? Et ça, c'est une question assez profonde, il me semble. Merci beaucoup, merci à tous les quatre. Alors maintenant, on devait recevoir Andrés Garcia Poveda. Malheureusement, elle ne pouvait pas être là aujourd'hui. Donc, on a pu heureusement réaliser une interview en conditions directes hier matin. Et donc, je vous propose d'écouter Andrés Garcia Poveda, présidente non exécutive de Legrand SA, membre du conseil exécutif du MEDEF, dans quelques instants. Et merci beaucoup.